face à Ibrahima S. Traoré, homme ou femme politique, spécialiste, célébrité ou simple homme de la rue, joue carte sur table. C'est du lundi au vendredi à partir de 10h sur Ndimba Radio. Carte sur table. Ibrahima S. Traoré. Bonjour, il est l'heure de jouer carte sur table. Aujourd'hui avec Alocénie Makanera Kake, président du Front National pour le Développement, FND, ancien député, ancien ministre et surtout allié de l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Alpha Condé, le président dessus, l'appelait, selon certaines indiscrétions, mon bulldozer. Il joue donc ce matin carte sur table avec nous. Bonjour M. Makanera. Bonjour M. Traoré, bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci beaucoup. Alors, à 10h30, comme toujours, vous aurez la chronique, la parenthèse donc de Topsila. Et à 10h40, vous aurez les réactions, plutôt les questions de nos auditeurs à M. Makanera. Alors, merci encore une fois d'être venu, M. Makanera. Alpha Condé ne voudrait donc pas vous voir. Et tous ses proches, d'ailleurs, nous a révélé le porte-parole du gouvernement de la transition, Ousmane Gawal Diallo. C'est vrai? Bon, moi je pense que c'est tout simplement de la diversion. Vous savez, jouer le rôle de porte-parole du gouvernement dans un gouvernement qui se veut un gouvernement impartial, parce que pour ne pas dire neutre, lorsque vous êtes fortement marqué par la politique et vous n'avez pas encore renoncé, ce n'est pas une tâche aisée. C'est pourquoi moi je pense plutôt que la position du gouvernement de la transition, c'est bien sûr le communiqué qui a suivi son transfèrement. Mais ce qui est venu après, ce n'est qu'une position de l'UFDG qui a été portée par le porte-parole du gouvernement dans le seul but de pouvoir décapiter le RPG Arc-en-Ciel en faisant croire à nos nombreux militants et sympathisants que nous ne bénéficions plus de la confiance du professeur Alpha Condé et que nous ne méritons plus être ses dignes continuateur de ses œuvres. Ousmane Gawal parlait quand même au nom du gouvernement, pas au nom de l'UFDG, M. Makanera. Vous savez, ce qui est important quand quelqu'un parle, ce n'est pas ce qu'il dit. Mais le non-dit est plus important. Sinon, moi je pense que jusqu'à preuve de contraire, il n'est pas le porte-parole du professeur Alpha Condé ni du RPG Arc-en-Ciel. Le professeur Alpha Condé est mieux placé quiconque pour dire je veux recevoir telle personne ou telle catégorie de personnes, je ne veux pas recevoir telle autre catégorie. D'ailleurs, le plus important, c'est lorsque vous avez rencontré une catégorie, vous pouvez dire je ne peux pas rencontrer une autre catégorie. Mais depuis les événements malheureux du 5 jusqu'à preuve de contraire, à ce que je sache, il n'a jamais rencontré une personne de sa volonté. Parce que lorsque j'ai dit qu'il n'a rencontré personne, les gens ont commencé à me dire qu'il a rencontré les représentants de la communauté internationale. Non, c'est eux qui l'ont rencontré. Mais lui, il n'a rencontré personne à partir de sa propre volonté. Ni enfant, ni épouse, ni nièce, ni neveu. On veut nous faire croire que c'est les gens du RPG Arc-en-Ciel qui ne veulent pas rencontrer, que parce qu'on l'a trahi. Je leur ai dit oui. Nous, on l'a respecté. On l'a élu en 2010. On l'a réélu en 2015. On l'a accompagné en 2020. Il a été élu, investi. Si nous l'avons trahi, je voudrais qu'on me montre ceux-là qui ne l'ont pas trahi. D'accord. Est-ce que vous avez cherché quand même à le rencontrer, vous personnellement?
Mais bien sûr, nous avons demandé de tous nos voeux. On a même envoyé un courrier officiellement qui a été déposé par le secrétaire général Saloum Cissé et Elhadj Ousmane Ba pour qu'on puisse créer des conditions pour qu'ils puissent être reçus, pour que nous puissions être reçus par le président de la République. Et qu'est-ce que vous Mais avez jusqu'à répondu? présent, nous n'avons pas eu de réponse. Nous n'avons pas eu de réponse jusqu'à là où nous sommes. Ce qui est important, moi je pense que il est très difficile aujourd'hui pour le CNRD de nous convaincre que, d'ailleurs pour le porte-parole du gouvernement, il ne faut pas que j'abuse, le porte-parole du gouvernement de nous convaincre qu'on ne veut pas nous Il parle au nom recevoir. du gouvernement, donc Non, vous vous n'abusez savez- pas en parlant non, du vous- CNRD. Non, vous savez, s'il porte réellement la parole du gouvernement, il est porte-parole du gouvernement, mais il n'est pas exclu qu'il a aussi ses sentiments, ses émotions. Donc vous pensez que M. Ousmane Gawa ne peut pas du tout se défaire de son manteau de l'UFDG? Le premier pas est très difficile, ne rassure pas. Parfait. Vous avez dit récemment, je vous cite, nous espérons très bientôt que le président Alpha Condé va recouvrer totalement sa liberté. Notre volonté, c'est de le voir totalement libéré. Vous pensez donc qu'il est toujours en détention, bien qu'il vit désormais chez son épouse? Mais je pense bien sûr que oui. Vous savez, le porte-parole du gouvernement a dit que le professeur Alpha Condé n'est pas prisonnier. Moi, je lui ai posé une question. Quel est son statut aujourd'hui, puisqu'il n'est pas prisonnier? Il n'a pas ses téléphones, il n'a pas la capacité de vaquer à ses affaires, il ne peut pas non plus recevoir les gens. Jusqu'à preuve du contraire, lorsque l'homme est privé de sa liberté, il n'est pas libre. Et s'il n'est pas libre, il est prisonnier. Notre invité donc de ce matin, celui qui a accepté de jouer carte sur table avec nous, est Alousséni Makanera Kake. Vous pouvez donc nous envoyer vos messages sur le numéro 611 93 93 62. Vos messages doivent juste comporter des questions à Monsieur Makanera sur WhatsApp, tout comme par SMS direct 611 93 93 62. Monsieur Makanera, votre obsession à faire libérer le président Alpha Condé vous aurait mis en mal avec certains de vos alliés, notamment Jean-Marc Teliano. Que s'est-il d'ailleurs passé entre vous? Bon, je ne voudrais pas mettre ça sur la place publique, mais ce qui est important, avant la fin de la rencontre, nous sommes compris, on a même pris une photo pour dire que tout est rentré dans l'ordre. Vous savez, quel que soit l'homme, on a une certaine faiblesse. Il y a des moments où ça peut déraper, mais quand vous arrivez à contrôler rapidement, vous pouvez sauver l'essentiel. Oui, mais c'est juste vous avez pris une photo, mais ça ne suffit pas. C'était une politique de mastic. Vous avez tout juste mastiqué. Peut-être ce qui a un peu au fond est beaucoup plus encore expressif. On a même, la presse a même dit que M. Teliano a quitté votre alliance, en fait. Bon, moi, je ne pense pas que cela soit une surprise. D'abord, vous savez, les alliances en politique, comme j'aime le dire, on ne s'allie pas par hasard. Il y a toujours une raison qui vous pousse à faire des alliances. Dès que vous voyez en politique deux personnes qui signent une alliance, c'est que chaque parti voit chez l'autre ce qu'elle a besoin. Quand ça n'existe plus, l'alliance est rompue. C'est pourquoi lorsque j'entends les gens dire « Ah, il l'a rejoint parce qu'il veut être ministre » ou bien il cherche son intérêt. Mais quand il n'y a pas ça, il n'y a pas parti politique, il n'y a pas travail, il n'y a pas étude. Tout ce que l'homme fait dans la vie, il fait pour une raison bien déterminée. Pour le cas de Mombo, ce n'était pas une surprise. Dès le lendemain... C'est Teliano, vous appelez votre beau? Oui, c'est Mombo. Ah, d'accord. Puisque j'ai épousé une femme forestière. D'accord. Dès le lendemain, il y a eu nos alliés qui ont exprimé leur volonté de partir. Mais après, ils sont revenus. Peut-être ils sont revenus parce qu'il n'y avait pas une position. Donc, quand il y a une position, s'ils partent, moi, ça ne me surprend pas. Aujourd'hui, ce qui est important, si on peut s'entendre sur l'essentiel,
L'essentiel, c'est comment faire en sorte que la transition soit une réussite. Et pour que la transition soit une réussite, la première déclaration du président du CNRD doit être notre Bible. C'est-à-dire, la justice doit être notre boussole. Ouais. C'est pas parce qu'on est dans la même alliance qu'on doit défendre ça, qu'on doit défendre ensemble. Qu'on soit dans la même alliance ou pas, chaque Guinéen, partout où il se trouve, doit avoir comme souci de rendre cette transition une réussite. Et pour qu'elle soit réussite, il faut que la justice soit la boussole. Donc si on le faisait ainsi, tout naturellement, même le professeur Alpha Condé va recouvrer sa liberté. Pour la simple raison que, jusqu'à date, il n'a pas été présenté à un juge pour être inculpé et être retenu dans les liens, ou pour dire qu'il est en conflit avec les lois du pays. Vous êtes en train de nous dire que pour le moment, le CNRD n'est pas sur la voie de la justice. Non, je ne le dis pas. La justice, pour le moment, n'est pas la boussole vraiment. C'est pas la justice qui guide les pas du CNRD. Non, je m'efforce encore de croire que c'est la justice qui guide le pas. Je m'efforce de le croire. Mais ils ont un facteur temps qui ne joue pas en leur faveur. La promesse est tenue. Nous voulons la matérialisation le plus tôt que possible. Si vous parlez du facteur temps, est-ce que ça veut dire que vous pensez que donc cela presse et qu'il faut vite rendre le tablier, il faut vite rendre le pouvoir pour passer aux élections? Non, je ne. Vous savez, je suis contre ceux qui pensent qu'il faut écrire notre histoire dans la précipitation. Je voudrais que le CNRD puisse prendre son temps. C'est pourquoi dans notre rapport, nous avons été clairs. Nous les avons donné même l'appréciation du temps qu'il faut, parce que nous sommes convaincus, le CNRD n'est pas du tout notre adversaire. Le CNRD, c'est une parenthèse. Dans les conditions normales, seuls ceux qui ont été choisis par le peuple doivent pouvoir diriger ce pays. C'est pourquoi nous acceptons de les accompagner, de faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes voir le temps qui est raisonnable, mais il faudrait pour cela qu'ils tiennent compte de deux impératifs. D'abord, faire du bon travail dans un temps raisonnable. Ni se naviguer entre ces deux paramètres, ni se heurter ni à l'un ni à l'autre, sans prendre trop de temps, mais faire un très bon travail. Bien que sur certains concepts, moi je pense que c'est trop fort. Lorsqu'on parle de la refondation de l'État, moi je pense que ça c'est trop fort pour une période aussi limitée que la transition. Limité 6 mois, vous pensez qu'il faut 6 mois comme non, moi je pense que 6 6 mois est trop peu. Et qu'est-ce qui n'est pas peu? Ce n'est même pas impossible, c'est même pas possible. Moi je pense un délai raisonnable, c'est autour de 2 ans. De 2 ans. Alors, mais est-ce que vous pensez que le CNRD doit faire objectivement quoi? Qu'est-ce qui doit être son rôle? Exactement. Pour moi, le CNRD aujourd'hui doit avoir certains objectifs clairs. C'est pourquoi je me demande même pourquoi on veut changer tous ces fonctionnaires-là. Lorsqu'on sait qu'on est dans une transition et qu'après vous, celui qui viendra aura encore ses hommes, finalement ça va retarder le pays. Et d'ailleurs, il y a une chose que j'ai voulu vraiment partager avec eux, c'est le fait de dire que avant l'époque, la période classique, il n'y avait pas une fonction publique civile. Il y avait une fonction publique militaire. Donc la fonction publique civile a été copiée à la fonction publique militaire. Et c'est pourquoi vous avez remarqué, il y a certains concepts, c'est les mêmes. Vous avez dans l'armée section, vous avez section chez nous. Vous avez, parce que quand vous prenez les grades, échelons, tout ça là, ça se trouve et dans l'armée et dans le civil. Vous avez le général, ça se trouve dans l'armée et dans le civil. Quand vous prenez l'armée, on peut avoir un ministre civil à la tête du ministère de la Défense nationale, mais on ne peut pas avoir un général civil pour commander la troupe. Exactement, c'est la même chose aussi. Quand je vois des gens qui n'ont jamais travaillé dans la fonction publique et qui sont bombardés du titre du général
pour gérer un département, moi je pense que cette situation n'a pas été comprise. C'est pourquoi dès que vous intégrez à la fonction publique, l'autre premier grade, c'est le chargé d'études. Donc vous pensez que ces dernières nominations ne sont pas bien faites? Il y a certaines nominations, vous savez, au niveau de la fonction publique, vous avez des postes politiques dans tous les pays au monde et vous avez des postes techniques. Oui. Quand c'est les postes techniques, il faut permettre que les gens puissent franchir toutes les étapes pour accéder à un poste de secrétaire général. On peut prendre n'importe qui pour faire du chef de cabinet. Et même certains conseillers du ministre. Et même le ministre, on peut envoyer même quelqu'un qui n'a pas le bac. On peut le nommer ministre, ça ne me dérange pas. Ouais. Mais lorsqu'il s'agit... C'est politique. Mais lorsqu'il s'agit de nommer un secrétaire général, c'est comme un général d'armée. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a aucune connaissance de l'administration publique, vous le nommez secrétaire général, c'est comme si vous prenez un civil, vous le nommez général d'armée. Dans l'armée. Donc il porte le grade avec la tête des civils. D'accord. Monsieur Makanera, mais vous ne nous avez pas dit quand même de manière claire quels devraient être les objectifs du CNRD. Bon, les objectifs rapidement, moi, en toute honnêteté, ce que je vois, premièrement, c'est rendre l'indépendance de la justice une réalité. Et ça, pour qu'elle puisse frapper le subconscient des Guinéens, il faudrait que le président de CNRD lui-même et tous les membres du gouvernement acceptent, lorsqu'ils prennent une décision, un acte qui n'est pas en conformité avec les textes du pays, qu'ils acceptent que le juge administratif puisse annuler l'acte. Parce que les bons exemples viennent d'en haut. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple comme ça qui s'est mal passé, certainement? Non, pour le moment, il n'y a eu aucune décision qui a été attaquée, bien sûr qu'il y a des décisions qui ont été, bon, je ne peux même pas dire qui ont été prises, parce que lorsqu'un ministre prend un communiqué pour interdire, c'est qu'il y a des problèmes, parce qu'un communiqué n'a aucune valeur juridique. Vous parlez certainement du communiqué du ministre de la Culture. Hein, bon, et le ministre de la Culture, oui. Et le communiqué interministériel de ministère de l'Habitat et autres là. Tout ça là, ça s'est passé à travers le communiqué. Et jusqu'à même le droit de propriété, où il dit que seulement celui qui a le titre foncier. Alors qu'en réalité, le titre foncier, il y a 3 dans le code foncier et domanial de la République de Guinée. Il y a le titre foncier, il y a ceux qui ont des donations, et troisièmement, celui qui a vécu paisiblement, qui n'a été jamais dérangé pendant une période bien déterminée en Guinée, c'est 30 ans, il devient propriétaire. Donc, ce n'est pas un communiqué et même pas un arrêté du ministre qui peut changer ça. Il doit changer cela. Mais alors, comme il n'a pas pris un arrêté, s'il prenait un arrêté, moi, je me faisais le devoir d'attaquer cet arrêté devant la chambre administrative de la Cour suprême et je vais voir est-ce que réellement la justice, elle est indépendante. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque il va être question de déguerpir les domaines de l'État, quand ça va toucher des personnes censées être intouchables pour le commun des mortels, lorsque eux-mêmes vont être traités de la même manière que l'ensemble des citoyens, ça va être encore un signal fort. C'est pourquoi j'ai dit au ministre de l'Habitat, lorsqu'il a dit certains ont acquis le domaine de l'habitat d'une manière légale, d'autres c'est illégal qu'ils sont en train de voir. Je dis à monsieur le ministre, moi je vais l'aider. Je l'aide. Les 2 dispositions, je crois c'est l'article 113 ou 125, je ne me rappelle pas exactement, mais ce qui est évident, pour acquérir un domaine de l'État, il y a des conditions. Oui. La première condition, il faut qu'il soit dans le domaine privé de l'État. Quand c'est dans le domaine public de l'État, c'est impossible. Et pour que un bien qui est dans le domaine public de l'État quitte dans le domaine public de l'État pour se retrouver dans le domaine privé de l'État, il faut que sa destination, l'objet de sa destination disparaisse.
Donc, par exemple, quelqu'un qui va s'offrir un bâtiment à la cité ministérielle, pendant que les ministres sont là, ils n'ont même pas de logement, on ne peut pas dire que Vous ça... Vous parlez de Cellou Dalein? Non, moi je ne dis pas le nom, moi je l'oriente. C'est à lui de savoir qui est concerné. D'accord. Donc, et vous avez donc dit que les objectifs du CNRD, voilà, l'indépendance de la justice. On parlait de la justice. Et quoi d'autre, oui. Oui, quand la justice va être indépendante, par exemple, même le choix, bon, ça c'est une question. Mais est-ce que vous pensez qu'en 2 ans, on peut faire cela? En 2 ans? Oui, je dis oui. Parce que vous pensez qu'il faut 2 ans. Bon, moi je dis environ, ça peut être 2 ans, 2 ans, ça peut être 18 mois, ça peut être 2 ans et demi. D'accord. Indépendance de la justice, c'est quoi d'autre? Deuxièmement, c'est la lutte pour la moralisation des finances publiques. Ça, c'est une question très importante, mais l'approche, j'ai salué la création de la CRIEF. De la CRIEF, la Cour... Bien qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu de rigueur, même dans la rédaction de l'ordonnance, quand vous lisez vous-même, on a même personnalisé certaines dispositions. Par exemple, on dit toujours la ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors qu'au fond, une loi doit être impersonnelle. Ce n'est pas par rapport à la ministre puisqu'elle est là. Oui. Puisqu'elle peut devenir première ministre comme elle peut quitter la place pour qu'un autre soit là-bas avant même qu'on commence à installer la cour. Ça, c'est un. L'autre objectif encore, oui, vous avez cité 2 déjà. 2. L'indépendance de la justice. La lutte contre la corruption. La corruption, vous avez cité. Oui. Et quoi d'autre? L'organisation des élections. Non, j'aime bien là-bas. Troisièmement, parce que ça c'est ce qui devait clôturer. C'est-à-dire, d'abord, avant l'organisation des élections, c'est la loi. Moi, je suis plus que certain qu'il nous faut une constitution qui va refléter les réalités du pays et qui nous permettra de lutter contre certains travers de notre société. Vous pensez aussi qu'il faut remplacer absolument la Constitution, la dernière? Absolument. Elle a été votée par référendum et vous-même, vous l'avez soutenue, cette Constitution? Oui, je l'ai soutenue. Oui. Mais vous savez, Vous regrettez de l'avoir soutenue? Non, je l'assume. Je pense que c'est important. C'est pourquoi même quand le CNRD est venu, le CNRD ne nous a pas ramenés à l'ancienne Constitution. Le CNRD dit nouvelle Constitution. Donc, je l'assume. Je pense que c'est une très bonne chose. Je ne partage pas la position de tous ceux qui pensent que c'est l'affaire de 3e mandat, l'affaire de nouvelle constitution. Chaque peuple est souverain. Moi, je suis contre la limitation des mandats des présidents. Bien que ça se trouve dans cette constitution que nous avons fait voter. Pour moi, c'est un peu de l'hypocrisie. Comme pour dire, tant qu'il n'y a pas de limitation, un président peut rester ici comme un souverain. Je voudrais que le président, quelle que soit sa puissance et sa force, si les Guinéens ne sont pas d'accord, qu'il ne soit pas capable de renouveler même son mandat. Mais s'il faut le limiter seulement par la loi, c'est que vraiment, où est la démocratie? Vous venez de dire que le problème n'a pas été... Donc pour terminer, le troisième point, c'est d'abord les lois qui reflètent les réalités du pays et on termine par l'organisation de très bonnes élections. Et le CNRD peut passer tranquillement. Les élections organisées par le ministère ou par la CENI? Moi, je préfère les élections organisées par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. D'accord, on va pas vous demander le pourquoi, c'est votre avis. Alors, non, vous pouvez me demander le pourquoi, je vais vous dire. Non, d'accord, allez-y alors. Parce que tout simplement, on crée la CENI pour résoudre un problème. De toute l'histoire de la CENI, il n'y a pas eu une élection qui n'a pas été contestée. Mais puisque c'est les mêmes résultats, que ce soit le ministère de l'administration du territoire, que ce soit la CENI, donc pourquoi l'appendice là? Il vaut mieux organiser donc, selon vous, les élections par la CENI. Non, par le ministère de l'administration du territoire. Excusez-moi, pardonnez-moi. Alors,
continuez à nous envoyer des questions à M. Aluseni Makanera Kake au numéro 611 93 93 62 et c'est l'heure de la chronique. Bonjour à tous. Depuis le 5 septembre dernier, l'opération de charme du pouvoir kaki continue de plus belle et les populations, en général jusque-là acquises à la cause du Comité national du Rassemblement pour le développement, applaudissent des deux mains chaque fois que le CNRD sort de son chapeau, pardon, de son béret, une décision ou une réforme majeure. La dernière en date, la création ex nihilo, l'organe législatif de la transition n'étant pas encore en place d'une cour de répression des infractions économiques et financières. Belle initiative pour marquer les esprits et afficher sa volonté politique d'aller en croisade contre les prédateurs économiques et financiers. Dans un pays réputé être l'un des plus corrompus du continent, une telle décision ne peut que rencontrer l'adhésion des citoyens qui ont le sentiment que tous leurs malheurs viennent de la malgouvernance et de la corruption ambiante. Sur un plateau de la télévision, la ministre de la Justice a voulu rassurer ceux qui ont des appréhensions quant à l'impartialité de la CRIEF en martelant qu'il ne s'agirait à rien de faire des règlements de compte et que les droits des accusés seront garantis. Il est vrai que contrairement à certains tribunaux spéciaux du même genre, tels que la Cour de répression de l'enrichissement illicite du Sénégal, avec notre CRIEF, à nous, il y a un double degré de juridiction et au-delà, il existe bien sûr la possibilité de se pourvoir en cassation auprès de la Cour suprême. Cependant, il serait prudent, même en estimant qu'elle soit tout à fait de bonne foi, d'apporter un bémol aux assurances brandies par la garde des Sceaux. La corruption, la gabégie et autres formes de concussion occupent une place de choix dans les arguments avancés par le colonel Doumbouya pour justifier son coup de force. Si, d'ores et déjà, il y a toujours, selon la ministre, une quarantaine de dossiers qui attendent dans les tribunaux de première instance et autres, l'on ignore encore jusqu'à quelle période va remonter l'action de la CRIEF. Pour le commun des Guinéens, au regard des justifications évoquées plus haut par l'actuel homme fort du pays, cela devrait d'abord logiquement concerner le règne de celui qui vient d'être renversé, en argumentant comme il l'a fait et surtout en s'engageant à traquer les bandits à col blanc, à récupérer des biens, les biens mal acquis. C'est comme si le tombeur du président Alpha Condé, tout en attestant de l'effectivité de délits et crimes pourtant pas encore établis, faisait une promesse à ses compatriotes. Le problème avec ce genre de promesse, c'est qu'on peut se sentir obligé de trouver, coûte que coûte, les biens mal acquis, de montrer du doigt les délinquants économiques pour satisfaire une demande sociale qu'on a soi-même contribué à construire. Si d'aventure la CRIEF faisait chou blanc ou ne mettait pas en évidence des cas réels de prévarication d'une ampleur telle qu'on se l'imagine généralement, l'opinion ne comprendrait pas. Pour elle, un tel scénario est une probabilité non envisageable qu'elle ne supporterait pas. Dans un contexte post-coup d'État, les anciens barons du pouvoir sont ainsi fragilisés par une présomption de culpabilité qui ne dit pas son nom, retrait des passeports, gel des comptes bancaires, etc. et sont tous indiqués à être jetés en pâture à une société avide de coupables et assoiffée de vengeance. Pour conjurer une misère qu'elle traîne, tel un boulet, depuis des décennies, sous les régimes qui se sont succédés en Guinée. Et quand on ajoute à ce beau tableau une justice qui a récemment avoué son inféodation à l'ancien exécutif, à travers le mea culpa de certains magistrats devant le colonel Doumbouya lors d'une rencontre au Palais du Peuple, et qui pourrait y voir une occasion de redorer son image en épousant l'ère du temps.
on est en droit de se demander si la sérénité sera au rendez-vous et si nos magistrats de la CRIEF nous surprenaient. C'est vrai qu'avec ainsi, outre mettre Paris dans une bouteille, on peut également espérer voir du jour au lendemain notre justice revendiquer et assumer enfin son indépendance. Merci Korka. Merci à vous. C'est une chronique de Topsila rendue au studio par Korka Diallo. Monsieur Makanera, vous avez bien suivi cette chronique? Très bien, Très bien religieusement. suivi. Voilà, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous avons les mêmes interrogations. D'abord, est-ce que réellement les magistrats vont être absolument indépendants? Deuxièmement, quelle est la période? Parce que lorsqu'on dit que c'est la période d'Alpha Condé, cela va se ressembler beaucoup à une justice de vainqueur. D'accord. Donc, toutes ces questions-là méritent d'être posées. C'est-à-dire, vous pensez que la CRIEF devrait s'élargir Les délits économiques sont imprescriptibles. Ok. Donc, ça va aller au-delà du pouvoir d'Alpha Condé et même, si possible, au-delà du pouvoir de Lansana Conté. Ce qui est important, il faut avoir des priorités. La priorité tout de suite, tous ceux qui aspirent à être dans le commandement, que ce soit au niveau de l'exécutif, que ce soit au niveau du législatif et même le judiciaire, il faudrait qu'on voie qu'est-ce qu'ils ont fait. Il faut qu'ils rendent compte. Et ensuite, on peut aller au-delà. Parce que lorsque vous mettez quelqu'un qui n'est pas très bien propre, il lui serait très difficile de lutter contre la corruption. Vous savez, l'argent de l'État, on ne va pas à la banque ouvrir les caisses, prendre de l'argent. C'est toute une chaîne. Ce qui rend la lutte contre la corruption difficile. Moi, je vois beaucoup de personnes, même certains ont réagi énergiquement pour dire que c'est une bonne chose. C'est parce qu'on n'a pas commencé à appliquer. Quand on commence à appliquer réellement tous ceux qui ont détourné plus d'1 milliard, si on doit les arrêter tous, les emprisonner tous, on n'aura pas de prison pour tout le monde. Mais je vous dis, c'est un système. Oui. Parce que vous avez entendu beaucoup de personnes. Pourquoi vous parlez de plus d'1 milliard? Non, c'est ce que la CRIEF, sa compétence. Oui, c'est à partir de milliards. 2 milliards, ouais. Vous comprenez? Quand on parle de la gabegie financière et de la corruption, c'est d'abord le corrompu et le corrupteur. Mais on parle souvent des corrompus. Vous pensez que tous les Guinéens sont coupables? La majorité. Soit en tout cas, tous ceux qui sont corrupteurs. Tous ceux qui ont non, d'ailleurs, tous les Guinéens sont corrupteurs à des degrés très différents. Mais moi, je mets deux catégories. Ceux qui sont dans la corruption de survie, nous sommes tous dans ça. Et ceux qui sont dans la corruption de luxe. Non, vous n'êtes pas dans cette position de survie. Vous avez été ministre, vous avez été député. Nous sommes dans la commission, dans la survie. Nous autres là. Aucun Guinéen ne vous dira qu'il n'a jamais donné 20 000, 30 000 à un policier ou 20 000, 30 000 pour avoir un dossier rapidement. Il n'y a personne qui vous le dira. Et quels sont ceux qui ne sont pas dans cette position de survie? Ça, je vais vous dire la vérité. Ceux qui sont multimilliardaires, ça c'est la corruption de luxe. Mais je vais vous dire la vérité. En Guinée, quand vous prenez les hommes d'affaires, ils sont plus coupables que les fonctionnaires. D'accord, mais la corruption pour le moment on parle des fonctionnaires, mais la corruption de luxe... Non, on ne parle pas des fonctionnaires. La compétence de la CRIEF, c'est tout le monde. Mais les gens oublient parce qu'on n'a pas commencé encore. Quand vous prenez le cas d'un douanier, on dit que le douanier est corrompu. Mais le douanier prend l'argent là où? C'est le commerçant qui envoie l'argent. Mais quand on le poursuit pour la corruption, le commerçant doit répondre lui aussi. Donc finalement, ça va être une chaîne et on ne trouvera pas une prison pour tout le monde. C'est pourquoi moi j'ai dit, pour que ça soit réaliste, la première des choses, que l'actuel gouvernement d'abord fasse déclaration des biens. Ça commence à rassurer les gens. Qu'on sache, ils ont combien et même comment ils ont eu leur argent. Parce que la CRIEF, ce n'est pas seulement les finances publiques de l'État,
Mais même si vous êtes à la tête d'une ONG, d'une entreprise où il y a la société, lorsqu'on vous reproche l'abus des biens sociaux, vous pouvez être poursuivi. Pour qu'on regarde, parce que l'État, vous savez, pour lutter contre la corruption, c'est facile et c'est difficile. C'est facile en ce sens que l'État a la possibilité d'inverser. Si dans les autres cas, on dit c'est l'accusateur qui apporte la preuve, dans ce cas précis, l'État peut vous demander d'apporter la preuve comment vous avez eu votre argent. Et lorsque vous prenez un fonctionnaire qui a tout le temps pris pas plus de 3 millions de francs guinéens, il a une famille, il doit vivre. Quand il réalise des dizaines de milliards en construction ou en toutes choses, vous savez, il ne pourra jamais prouver comment il a eu. Donc quand on se met dans cette logique, on n'en sortira pas. C'est pourquoi moi j'ai proposé, j'ai dit il y a 3 possibilités pour lutter contre la corruption en Guinée. Oui, allez-y rapidement. La première possibilité, c'est de faire table rase. On dit à partir de maintenant, tous ceux qui vont détourner, voilà les lois qu'on va les appliquer. Ça, on part de zéro. On part de zéro. Deuxième possibilité, on dit tous ceux qui se reprochent de quelque chose, de telle date à telle date, vous venez vous déclarer. Et l'argent que vous avez détourné, vous remboursez, on ne vous met pas en prison. Troisième possibilité, on vous poursuit avec la CRIEF actuelle là. Mais dans ces conditions, il faut que ceux qui sont au pouvoir soient convaincus que quand ça va commencer là, personne ne sera au-dessus de la loi. Vous ne pensez pas qu'avec vos 2 premières, surtout la première, c'est-à-dire qu'on mette table rase sur le passé, qu'on va faire du tort à une bonne partie de Guinéens, le pauvre paysan qui est à Yukonkun, là-bas, il ne peut pas faire de la corruption. Il vit de son champ, des fruits de son labeur. Ouais, et vous dites après que quelqu'un a pris de l'argent qui devrait lui revenir et il en a utilisé comme il a voulu. Et après, on dit, on oublie tout ça, on met tout ça, pertes et profits. Monsieur Traoré, vous savez, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. D'accord. Si on dit aujourd'hui que tous ceux qui ont détourné de l'argent, je vous dis, ils vont aller en prison, vous n'aurez pas la prison pour tout ce monde-là. Je vous garantis, hein. Allez faire votre propre enquête. Vous qui avez été ministre, député, vous avez peur d'aller en prison? Moi, je n'en ai pas peur. D'accord, parce que vous pensez que vous n'avez pas... Non, vous savez, moi, mon cas est un peu différent. Moi, je suis venu à l'administration. J'ai été recruté la même année que ma propre fille. Moi, je viens d'arriver. Non, vous avez été ministre. Oui, mais pour combien de temps? Un peu moins de 2 ans. Et dans quel département? Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de l'argent au ministère de la Communication. Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est évident. Ok. Alors, donc, je vous dis, je ne dis pas par rapport à ma personne. Je dis ce qui est possible. Vous savez la différence entre la plupart des politiques en Guinée et moi. Moi, je dis ce que je conçois, ce que je pense être possible. Tout ce qu'on est en train de dire là, la loi, elle doit être, le monde juridique doit être le reflet du monde physique. Ce n'est pas parce que ça marchait ailleurs que ça va marcher forcément chez nous. Je vous dis, mon frère, chez nous, la corruption était érigée en système. Vous avez par le régime Alpha Condé. Avant lui. Avant le régime Alpha Condé. Merci. Vous avez vu mes prises de position à l'Assemblée sur beaucoup de sujets. Non seulement sur les dépenses de salaire. Vous avez vu combien de fois j'ai dénoncé. Vous avez vu même l'affaire de Saliguidia. Vous avez vu ma position. Vous avez vu ma position quand il s'agissait de 200 milliards par rapport au procureur de Dixine. J'ai toujours pris une position tranchée. Il faut moraliser la gestion publique. Mais quand vous regardez la réalité des choses, leur applicabilité, pour ne pas faire du tort à certaines personnes, je dis, il faut qu'on analyse très bien. Parce que quand on va trop vite, on va faire des dégâts et finalement, ce qu'on recherchait, on ne l'a pas. Monsieur Makanera Kake, notre invité. Alors, Korka, est-ce qu'on a des questions pour Monsieur Makanera?
Oui, on a quelques réactions, hein, certains auditeurs ont réagi. Il y a Kourou qui nous écrit, il dit bonjour à vous et à votre invité. Selon un média de la place, une cinquantaine de Guinéens se disant victimes de répression policière sous le régime M. Condé ont porté plainte ce lundi matin contre l'ex-président Alpha Condé. Quelle est la réaction de M. Makanera sur cette plainte? Bon, ma réaction, c'est tout à fait normal. Le professeur Alpha Condé est un citoyen comme tout autre, même s'il était président encore de la République. Moi, je serais même très heureux parce qu'on avait dit que nous ne faisons pas assez d'efforts pour débusquer ceux qui tuaient les gens. Mais maintenant que nous ne sommes pas au pouvoir, moi, je pense que l'important aujourd'hui, nous voulons voir ceux qui ont été responsables de ces violences-là, de ces massacres. Parce que le président Alpha Condé, il n'est jamais allé sur le terrain. Je sais comment ça se passe. Je voudrais aujourd'hui, avec cette plainte, que la situation soit élucidée. Et moi, je vous garantis quelque chose. J'ai eu la chance d'appartenir les deux groupes. J'ai travaillé avec le professeur Alpha Condé par rapport aux manifestations à un moment donné. J'ai travaillé aussi avec l'opposition par rapport aux manifestations. Mais je vous garantis, peut-être que vous n'allez jamais vous me croire, aussi paradoxal que cela soit, mais le professeur Alpha Condé avait beaucoup plutôt peur qu'il y ait de violence que l'opposition. L'opposition, quand il y a les marches, il n'y a pas de violence, ils ne sont pas contents. Moi, je vous le dis. Je le dis en toute honnêteté. Une autre question. Alors oui, il y a un autre qui pose la question à M. Makanera. Il demande pourquoi vous avez soutenu le troisième mandat pendant que vous saviez qu'il était limité à 2 mandats, le mandat présidentiel, il veut dire. Je l'ai dit dans mon introduction, je l'assume. Je suis opposé à la limitation du mandat. On veut juste copier la France, et même la France, là, pour limiter le mandat, c'était en 2008 sous Sarkozy. Mais quand vous prenez la France, ces pays limitrophes là-bas, la Grande-Bretagne, c'est la royauté, l'Espagne, c'est le roi, l'Allemagne, c'est la chancellerie, et vous avez tous ces chanceliers, ce n'est pas limité, nulle part ailleurs, ce n'est limité. Pourquoi on veut toujours faire comme pour la France? Je suis opposé à cela. Même demain, si on me demandait quelle est ma position par rapport à la limitation du mandat et la non-limitation du mandat, je dirais je suis pour la non-limitation. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'indice de démocratie des pays à travers le monde, les pays les mieux classés, c'est des pays où il n'y a pas de limitation de mandat. Monsieur Makanera Kake, vos principaux objectifs restent la libération du président Alpha Condé et la reconquête du pouvoir. C'est ce que vous avez dit. Ce qui ne sera pas facile quand on sait que votre régime, le régime d'Alpha Condé, était miné par les scandales financiers qui agaçaient plus d'un. D'ailleurs, la Cour de répression économique, la CRIEF dont on parlait, qui vient d'être créée, ne vous facilitera pas la tâche. C'est ce que vous pensez? Je pense le contraire. Réellement, je pense que si la CRIEF travaillait bien, ça va non seulement nous blanchir, mais ça va faciliter beaucoup de choses. Les réalités vont être sues par tout le monde. Et vous savez, on ne peut pas cacher le soleil par la main, la paume des mains, ce n'est pas possible. En 10 ans, ce que ce régime-là a fait, les autres n'ont pas pu le faire en 52 ans. J'ai pris certains paramètres. Quand vous prenez le PIB, 52 ans, la Guinée avait 6,8 milliards. 10 ans après, nous sommes autour de 14 milliards, 13 milliards et quelques. Quasiment, il a doublé le PIB, ce régime-là. Donc on ne peut pas dire que c'est rien. Même le fait que le problème de courant a été toujours l'obsession tout ça, des différents différents chefs. Acquis, chefs. vous avez raison, mais il y a aussi eu la corruption. C'est ce qui a même porté l'estocade au régime d'Alpha Condé. Vous savez, bon, c'est pas ça forcément, mais c'est vrai qu'il y a eu la corruption. Le détournement de deniers publics exagéré. Effectivement, il y a eu la corruption, mais ça n'a pas commencé avec lui. Et vous avez connu ma position. Mon premier problème avec le président, c'est parti de là. Peut-être que vous avez suivi ça, qui m'a même amené à me démettre de mes fonctions de ministre. Parce que j'avais voulu lutter contre la corruption. J'avais suspendu un de mes directeurs
qui a été rétabli contre ma volonté et qui finalement, le professeur Alpha Condé même lui a arrêté après mon départ du gouvernement. Mais vouloir dire maintenant que tout ça là, c'est au temps du professeur Alpha Condé seulement, non. C'est pourquoi même dans mes déclarations, je dis le bilan est largement positif, bien que tout n'a pas été parfait. Donc, dans ce domaine, le CNRD pourra apporter sa pierre dans la lutte contre la corruption. D'accord. Monsieur Makanera, on va vous poser la toute dernière question. Ça va très vite chez nous. Oui. Certains estiment qu'il faut, pour lutter contre le régionalisme et l'ethnocentrisme en Guinée, instaurer le bipartisme. Qu'en pensez-vous rapidement? Non, ça sera la plus grande faute. Vous savez, lorsqu'on crée deux partis politiques, on va renforcer le bipartisme. Je vous donne un petit exemple. Les années 92, 13, 14, puisqu'il y avait un certain nombre de partis politiques qui pesaient plus ou moins, ce que nous avons connu maintenant, là, il n'y en avait pas ça. Quand vous prenez le Fouta, il y avait une partie avec Siradou Diallo et une autre partie avec Bamamadou. Et Siradou était un peu censé être un peu plus proche de Conté et Bamamadou proche d'Alpha Condé. Du fait que cette réalité s'est imposée, mais il n'y avait pas de violence entre nous. Tu pouvais aller partout au Fouta, faire ce que vous voulez et dire ce que vous voulez. Mais dès que c'est devenu deux partis ultra dominants, il n'y a plus de possibilité de négociation. Parce que la négociation veut dire concession réciproque. Mais quand vous avez deux partis ultra dominants, qu'est-ce que Cellou peut céder à Alpha et qu'est-ce que Alpha pouvait céder à Cellou? Cellou, ses yeux sont rivés sur le fauteuil présidentiel. Alpha pouvait tout négocier sauf son fauteuil. C'est pourquoi on était toujours dans cette violence. Mais si vous avez 10 partis politiques, chaque parti politique pèse, même pour former le gouvernement, vous avez la possibilité de négociation. Donc moi je pense, on n'a pas de problème aujourd'hui. L'ethnocentrisme aujourd'hui, c'est parce que dans les faits, nous avons deux partis et dans les lois, nous avons le multipartisme intégral. Mais si on consacre maintenant ce que nous-mêmes, nous dénonçons tous les jours, c'est catastrophique. Merci, Monsieur Makanera. Le temps qui nous est imparti est peu. Hein? Très peu même. Discuter avec vous, mais c'est comme ça chez nous. Ouais. Revenez quand vous voulez, comme vous voulez. Ça voilà, c'est chez vous. Merci donc à Korka pour les... Il y a encore d'autres questions, mais on peut plus les prendre. Merci à Mohamed. Alors, cette émission est rediffusée à 18h.